faut vraiment se figurer la scène. On roule tranquillement, sur une belle route bien dégagée. Le moteur ronronne doucement, la direction est hyper fluide, absolument aucun bruit suspect, aucune vibration étrange. La mécanique semble être dans un état de grâce absolu. Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. C'est ça. Et puis soudainement, au beau milieu du tableau de bord, un voyant s'illumine. Un triangle orange, parfois accompagné de l'icône d'un volant jaune ou carrément rouge. Le système de contrôle de stabilité vient de se désactiver tout seul. Sans la moindre sommation. Mais vraiment aucune. Et là, le premier réflexe, c'est l'angoisse matérielle. On est tous conditionnés pour penser que l'allumage d'un voyant rouge ou orange au milieu d'un trajet, ça indique qu'une pièce métallique vient de céder. Ah ouais, direct on imagine le pire. Exactement. On imagine une crémaillère de direction fissurée, un capteur coûteux broyé par les vibrations de la route ou un essieu qui donne des signes de faiblesse. Le cerveau associe immédiatement la perte de l'assistance électronique à une grosse casse mécanique physique. Mais c'est là toute l'ironie de la chose, et en fait c'est le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. La voiture n'est absolument pas cassée. Pas du tout. En épluchant une véritable montagne de données pour cette exploration approfondie, que ce soit les documentations techniques hyper pointues du Wikirostec, les bulletins de service officiels de Volkswagen ou les retours bruts de mécaniciens sur des plateformes émergent. Et laquelle ? Le véhicule a simplement été frappé d'amnésie. Il a littéralement perdu le sens de l'orientation. L'erreur diagnostique qui s'affiche, la fameuse erreur 0383 ou parfois 00778, c'est juste le symptôme d'une mécanique robuste qui se retrouve paralysée par la perte d'un simple point de repère numérique. C'est un vrai basculement de paradigme en mécanique. Avant, diagnostiquer une direction défaillante, ça impliquait de chercher des fuites de fluide hydraulique ou des jeux dans les rotules. C'était sale, on avait les mains dans le cambouis. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on fait face à des calculateurs qui refusent purement et simplement d'opérer, juste parce qu'une variable mathématique dans leur code ne correspond plus à la réalité physique qu'ils mesurent. C'est fou quand on y pense. Ouais, et au centre de ce conflit, on trouve un composant qui est invisible mais omniprésent, le capteur d'angle de braquage, communément appelé G85 dans l'écosystème du groupe Volkswagen. Il faut vraiment qu'on clarifie le rôle de cette pièce avant d'aller plus loin. Bon, décortiquons ça. Qu'est-ce que ce capteur G85 exactement ? On sait que les systèmes de sécurité actifs s'en servent pour connaître l'intention du conducteur, mais comment ça marche physiquement ? Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique interne de ce capteur pour transformer un mouvement humain en données binaires. À l'intérieur du G85, en tout cas sur les générations classiques, on trouve souvent un disque optique perforé ou un système magnétorésistif. Un peu comme dans les vieilles souris d'ordinateur à boules. Ouais, c'est une super bonne comparaison. Quand on tourne le volant, il y a une LED qui éclaire ce disque et un capteur optique compte les minuscules fentes qui passent devant la lumière. D'accord. Et ça permet à l'ordinateur de savoir non seulement que le volant est tourné à, disons, 14,5 degrés vers la gauche, mais surtout qu'il y est allé à une vitesse angulaire de 40 degrés par seconde. Ah, donc il capte aussi la vitesse du mouvement. Exactement. Ce n'est pas juste une photo statique, c'est un vrai film en temps réel de la violence ou de la douceur de l'action sur la direction. C'est d'une précision chirurgicale en fait. Et on comprend assez vite pourquoi c'est vital pour des systèmes comme l'ESP ou l'ABS. Totalement. Parce que si le capteur de l'AC détecte que la voiture part en tête à queue vers la droite, mais que le G85 dit « Attention, le conducteur contre-braque déjà violemment vers la gauche », le calculateur ABS va pas du tout freiner les mêmes roues que si le conducteur ne faisait rien. Voilà, le système a absolument besoin de confronter la réalité de la glissade physique avec l'intention du pilote. Et c'est précisément ce croisement de données qui provoque l'erreur 0380, qui indique, je cite les manuels, pas de réglage de base. C'est ça, le capteur G85 lui-même fonctionne parfaitement. Il n'est pas cassé. Non, la LED brille, les fentes sont comptées, les données circulent super bien sur le réseau CAN bus de la voiture, mais le module de contrôle a tout simplement oublié à quel endroit exact se trouve le point 0. Le fameux point central. Ouais, le point où les roues sont parfaitement parallèles à l'axe de la route. Tu sais, l'analogie qu'il y a immédiatement à l'esprit, c'est celle de la personne à qui on a bandé les yeux. Elle a de bonnes jambes, son sens de l'équilibre est parfait, elle sait comment marcher. Mais si on la lâche au beau milieu d'un champ en lui disant d'aller vers le nord, elle en est tout bonnement incapable. Elle a perdu son point de référence initial. Elle sent qu'elle bouge, mais elle ne sait pas par rapport à quoi. C'est une très belle image. Et face à cette incertitude, l'intelligence embarquée applique une logique binaire impitoyable. Plutôt que de risquer une correction de trajectoire basée sur un nord qui serait faussé, elle jette l'éponge. Elle préfère s'éteindre. Exactement. Imagine l'ordinateur ordonnant un freinage asymétrique d'urgence sur l'autoroute à 130 km/h juste parce qu'il croit à tort que le volant est tourné 30 degrés. Ce serait catastrophique. La voiture partirait dans le décor toute seule. Les conséquences seraient désastreuses, ouais. La désactivation de l'ESP et l'allumage du voyant orange sont donc des mesures de sécurité passive. La machine rend le contrôle total des lois de la physique au conducteur humain. Elle dit je ne sais plus, tu gères. D'accord, je comprends le principe. Mais là où je décroche un peu, en lisant nos sources techniques, c'est sur les déclencheurs de cette amnésie. Ah, les causes du reset. Voilà. D'accord, si on remplace la crémaillère de direction ou qu'on fait un parallélisme en atelier, il est tout à fait normal de devoir recalibrer le système. La géométrie physique a changé. Logique. Mais les documents de chez Scribd et les vidéos montrent qu'un simple changement de batterie peut effacer ce point zéro. Honnêtement, ça ressemble à un énorme défaut de conception. C'est ce que beaucoup de gens pensent, c'est vrai. Forcer un mécanicien ou pire un propriétaire lambda à utiliser une valise de diagnostic juste parce que sa batterie de 12 volts a rendu l'âme un matin d'hiver, c'est de la paresse d'ingénierie, non ? Pourquoi ne pas simplement inscrire ce réglage dans une mémoire permanente ? La critique est hyper légitime et on l'entend très fréquemment dans les ateliers. Mais en réalité, c'est pas de la paresse. C'est une architecture de sécurité paranoïaque. Paranoïaque ? Complètement. Le point zéro est souvent stocké dans une mémoire qu'on appelle CAM, pour Keep Alive Memory. C'est une RAM volatile qui a besoin d'une tension constante, souvent via la borne 30 du véhicule, pour conserver ses données. Les ingénieurs ont délibérément choisi de ne pas utiliser une mémoire morte flash pour ça. Mais pourquoi ? Quel est le risque de se souvenir du centre de manière permanente ? Oui, la crémaillère de direction a bougé, le volant a tourné, mais la voiture était éteinte. Si le point zéro était stocké dans une mémoire dure, au redémarrage avec une nouvelle batterie, l'ordinateur prendrait cet ancien point zéro pour argent comptant. Et il ignorerait totalement que la relation mécanique entre le volant et les roues a été altérée pendant son sommeil. Exactement. En utilisant une mémoire volatile, l'ordinateur part du principe que s'il a perdu connaissance, il ne peut plus faire confiance à l'environnement physique à son réveil. Il exige donc une revalidation solennelle. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on revalide ce centre point ? Parce que nos recherches montrent deux méthodes. Et la première, l'apprentissage dynamique détaillé sur le site Ucanic, ressemble littéralement à un cheat code de vieux jeux vidéo. Ouais, la fameuse danse. C'est trop ça. Le moteur tourne, on braque le volant à fond à gauche, puis à fond à droite, on le ramène strictement au centre et on roule doucement en ligne droite.
gauche, droite, centre, avancer. On dirait une danse rituelle pour apaiser l'esprit de la machine. C'est assez comique vu de l'extérieur. Mais cette danse est en fait un processus de triangulation algorithmique très élégant. Comment ça? En allant d'une butée physique à l'autre, on force le calculateur à lire les valeurs extrêmes du capteur G85. Le système enregistre l'amplitude totale. Ensuite, l'étape où le véhicule roule en ligne droite est cruciale. Pourquoi il faut rouler? Parce qu'à ce moment-là, les capteurs de vitesse situés sur chaque roue entrent en jeu. Si le véhicule avance et que les 4 roues tournent exactement à la même vitesse, les mathématiques prouvent que la trajectoire est parfaitement rectiligne. Ah, brillant. Ouais, le calculateur de l'ABS croise cette certitude mathématique avec la position actuelle du G85 et déduit « Très bien, mon volant est dans cette position pendant que mes roues filent droit, je grave ce point comme mon nouveau zéro ». C'est super ingénieux parce que la voiture utilise ses autres sens, la vitesse de ses roues, pour soigner la cécité de son volant. C'est exactement ça. Mais nos sources précisent bien que ce réapprentissage dynamique a quand même ses limites. Si on a remplacé le module ABS en entier ou si le capteur est trop désynchronisé, la petite danse sur le parking du supermarché ne suffit plus. Non, là ça ne marche plus. Il faut sortir l'artillerie lourde, la méthode logicielle avec une interface de diagnostic comme VCDS ou OBD11. Et là, fini l'improvisation. On entre dans un protocole super strict. Si l'on relie ça à la situation globale de l'ingénierie logicielle, c'est vraiment la différence entre une calibration temporaire en RAM et un formatage de bas niveau. La procédure VCDS force une écriture permanente dans la mémoire EEPROM du calculateur. Et les conditions pour que ça marche sont assez folles. Ah oui, les conditions préalables sont drastiques. Le liquide de frein doit être à une certaine pression interne, le volant tolère un écart maximal de seulement plus ou moins 4 degrés par rapport au centre mécanique parfait, et la vitesse doit être absolument nulle. Et pour couronner le tout, il faut utiliser un code de sécurité, le fameux code d'accès. Le sésame. Ouais, on le tape dans le logiciel, ce qui ouvre les portes du cerveau de la voiture, et on demande un basic setting, un réglage de base, souvent sur le bloc de mesure 0,60 pour une Golf 4 ou 0,01 pour une Passat de la même époque. Et quand on valide, le logiciel force la valeur à 0,00 degrés. Ce code 40168 est légendaire dans le milieu de la réparation du groupe VAG. C'est vraiment le mot de passe qui déverrouille les protocoles d'autorisation. Il n'y a pas d'autre moyen. Sans lui, le calculateur ABS refuse catégoriquement de modifier son EEPROM. Il considère toute tentative comme une intrusion potentiellement mortelle pour la sécurité du véhicule. Sur le papier, tout ça semble très logique, la sécurité avant tout. Mais la réalité des ateliers telle qu'elle transparaît dans le document est pleine de mystères où la machine défie sa propre logique. Tu penses à l'Eurovan là? Exactement. Le cas le plus hallucinant de nos sources, c'est ce bulletin technique officiel, le fameux TechTip, concernant l'ancien fourgon Eurovan. Le dossier de l'Eurovan illustre parfaitement les collisions entre la théorie de l'ingénieur et la réalité du code informatique sur le terrain. L'opération de base est super basique, on remplace un vieux capteur défectueux, la révision A13, par la nouvelle pièce certifiée par la marque, la révision A15. Jusque-là, tout va bien. Le mécanicien installe la pièce, connecte la valise de diagnostic, et là, stupéfaction. Le codage entier du bloc ABS s'efface de lui-même. Boum, plus rien. Tous les paramètres retombent à zéro. Le cerveau de freinage est cliniquement mort. Et la solution recommandée par le constructeur n'a aucun sens d'un point de vue humain. Pour que l'ordinateur accepte enfin d'enregistrer la calibration avec la nouvelle pièce, il faut l'entrer un autre code, le 0669. Mais il y a un piège. Un énorme piège. Faut pas l'entrer une seule fois. Il faut l'entrer, recevoir un message d'erreur, puis l'entrer à nouveau une seconde fois sans jamais couper le contact entre les deux tentatives. Franchement, c'est de la sorcellerie numérique. Qu'est-ce qui justifie de devoir harceler un ordinateur avec le même code pour qu'il obéisse? Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du développement embarqué un problème de temporisation de protocole. Un handshake timeout en anglais, c'est ça? Exactement. À l'époque, ces calculateurs ABS communiquaient via des lignes K, le protocole K-Line. C'était un réseau très très lent par rapport au standard d'aujourd'hui. D'accord. Lorsqu'on entre le code 0669, la première fois, le calculateur sort de son mode de veille classique pour ouvrir une session diagnostique. Mais le temps que le processeur interne traite le réveil, le temps est écoulé. Voilà, le tampon de mémoire, le fameux buffer, se vide et la commande d'écriture expire. Le système renvoie donc une erreur. En entrant le code une seconde fois immédiatement, alors que le calculateur est déjà réveillé par la première tentative, la commande passe directement dans l'IIPOM. C'est incroyable. C'est un contournement manuel d'un défaut de synchronisation dans le micrologiciel d'origine. Ouais, et si le mécanicien ne connaît pas cette faille spécifique, il peut remplacer 10 fois la pièce, il aura toujours une erreur. Il deviendra fou. C'est fascinant de voir que le mécanicien doit pallier les lacunes du programmeur de l'époque. Et il y a un autre piège évoqué dans nos documents, spécifiquement sur des forums comme Backcoding, qui concerne cette fois une absurdité purement géométrique. Les 359 degrés? Oui, le technicien met les roues droites, le volant est visuellement parfait. Mais quand il lit les blocs de mesure sur son écran d'ordinateur, le capteur affiche une valeur complètement délirante. 359 degrés. Cette valeur de 359 degrés, c'est un cas d'école absolument crucial pour la compréhension de l'anatomie du volant. Cela pointe directement vers une erreur de manipulation physique lors d'une précédente intervention sur la bague collectrice. Ce qu'on appelle aussi le câble spiralé, ou clock spring en anglais. Tout à fait. Tu sais, l'analogie est parfaite. C'est comme fermer un pot de confiture en ratant complètement le premier pas de vis. On force un peu, le couvercle finit par s'aplatir, visuellement, le pot a l'air fermé, le volant a l'air droit. Mais structurellement, mathématiquement, on a un tour entier de retard ou d'avance. C'est exactement la mécanique de la bague collectrice. Faut bien comprendre que ce n'est pas un simple anneau en plastique qui glisse. C'est un long ruban de câble électrique enroulé sur lui-même comme un ressort de montre, d'où son nom anglais d'ailleurs. D'accord, je visualise. Ce ruban permet de maintenir le contact électrique avec l'airbag et les boutons du volant pendant qu'on le tourne de plusieurs tours. S'il est monté avec un tour de décalage, soit 370 degrés, d'où la lecture à 359, qui est la limite du capteur avant le zéro du tour suivant, l'ordinateur sait que quelque chose cloche. Et il bloque tout. Il refuse la calibration à 0 degré parce qu'il sait que s'il valide ce point, lors du prochain braquage à fond, le ruban de câble à l'intérieur de la bague va se tendre jusqu'à l'arrachement. Ah ouais, ça va tout arracher à l'intérieur. Exactement. La donnée de 359 degrés, c'est pas un bug informatique. C'est le capteur qui hurle que son intégrité physique est compromise. Un mécanicien non formé verrait 359 degrés avec le volant droit et en déduirait instantanément que le capteur électronique est grillé. Il commanderait une pièce à 300 €. Pour rien. Totalement pour rien. Alors que le problème est purement un mauvais positionnement mécanique, complètement invisible de l'extérieur. C'est vraiment l'analyse de la donnée brute qui sauve la réparation. Tout à fait. Mais bon, toutes ces histoires de revend ou de Golf 4 avec leur ligne K et leur code à 5 chiffres, c'est le passé. Les documentations récentes abordent les châssis plus modernes, la fameuse plateforme MQB qui porte les Golf 7 ou les Audi A3. Et là, l'architecture a muté. Le saut technologique est titanesque. L'architecture réseau CAN-bus et FlexRay a transformé la procédure. Le code 9668 marche plus du coup. Non, il est abandonné au profit d'un accès de sécurité différent, souvent le 1949. Mais le bouleversement n'est pas seulement dans le mot de passe, il est dans l'action requise. La routine logicielle MAS 00815 n'exige plus seulement de trouver le centre. Alors qu'est-ce que tout cela signifie?
Selon les sources, le mécanicien doit maintenant tourner le volant en butée à gauche, le forcer physiquement contre la fin de course pendant plusieurs secondes, puis faire la même chose à droite, le tout validé par des petits bips sonores émis par le tableau de bord. Ouais, la voiture te parle, carrément. La voiture s'assure qu'on a bien atteint les limites, générant l'erreur C0ACF0, butée non apprise si on échoue. Mais pourquoi cette nouvelle exigence? La géométrie d'une voiture n'a pourtant pas changé. Une roue tourne toujours de gauche à droite, non? Cela soulève une question importante sur la fusion entre le logiciel et la mécanique brute. Sur la plateforme MQB et les plateformes modernes en général, le capteur G85 a migré. Il n'est plus derrière le volant? Non. Il n'est plus ce simple disque optique caché derrière le volant. Il est souvent fusionné avec le capteur de couple, directement intégré au cœur de la crémaillère de direction à assistance électrique. Et cette assistance électrique n'utilise plus de butée mécanique brutale en métal pour arrêter la course de la direction. Attends. Il n'y a plus de pièces métalliques qui bloquent physiquement la roue quand on tourne à fond. De moins en moins, ouais. Le choc mécanique physique est remplacé par une butée numérique, un digital end-stop. Quand on apprend les butées extrêmes à la voiture en maintenant le volant pendant 5 secondes, on configure en fait le logiciel. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il coupe l'assistance du moteur électrique juste avant que les pièces internes de la crémaillère ne s'écrasent les unes contre les autres en fin de course. C'est dingue ça. L'ordinateur utilise l'angle du G85 pour dire au moteur d'assistance « Arrête de pousser, on est arrivé au bout ». Si on ne fait pas cet apprentissage, le moteur électrique pourrait littéralement détruire les engrenages internes de la crémaillère en forçant aveuglement. La calibration de l'angle est devenue la seule barrière qui empêche le matériel de s'autodétruire. Vers quoi tu te diriges? Réfléchissons-y. Si un composant d'assistance, comme le SP d'aujourd'hui, exige un tel niveau de certitude algorithmique, s'il préfère jeter l'éponge et s'éteindre à la moindre perte de son point zéro après une simple chute de tension, que va-t-il se passer avec l'arrivée massive des véhicules 100% autonomes? Ah oui, l'enjeu va être démultiplié, c'est clair. Sur une voiture autonome de niveau 4 ou 5, la perte d'un point de référence spatial ne désactivera pas seulement une petite aide à la conduite. Elle remettra en cause la capacité même du véhicule à se mouvoir de manière autonome. Exactement. Si un bug lors d'une mise à jour logicielle nocturne ou une micro-défaillance de mémoire RAM fait disparaître la calibration de la direction d'un robot-taxi sans volant ni pédale, le véhicule sera purement et simplement paralysé. Il bougera plus du tout. Sans un humain à bord pour reprendre le contrôle manuel et effectuer une fameuse danse de recalibration, la machine sera condamnée à rester bloquée sur le bas-côté, ou pire, au beau milieu d'un carrefour, incapable de prendre la moindre décision physique par pure précaution numérique. C'est le paradoxe fascinant de la technologie de pointe en fait. Plus l'intelligence artificielle devient sophistiquée pour nous protéger, plus elle devient fragile face à la perte d'une simple coordonnée spatiale. C'est vertigineux. Totalement. Sans repère fiable, le génie numérique choisira toujours la paralysie totale, plutôt que l'incertitude du mouvement. Et c'est peut-être ça, la vraie limite de l'autonomie absolue.